Bonjour, bienvenue à tous et merci de rester fidèles à Droit de réponse. Cette semaine, on va décrypter de nouveaux sujets qui ont fait l'actualité tout au long de cette semaine. Donc, on reviendra sur la crise anglophone avec l'hommage rendu aux soldats décédés, assassinés par les assaillants sécessionnistes, mais également on reparlera au cours de ce sujet sur la crise anglophone, de l'arrivée de l'émissaire nigérien au Cameroun, ainsi que de nouvelles attaques. Passé ce cap, on ira questionner la place de nos héros et martyrs avec en toile de fond une stèle érigée en plein centre-ville de Douala qui a suscité le courroux des Camerounais de par le monde. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, on accueille Flavien Valwo-Ndongo pour la revue de la presse. Bonjour Flavien. Bonjour Kate, bonjour à tous les invités déjà sur le plateau. Vous avez la lourde responsabilité de nous dire ce que la presse camerounaise a écrit au sujet de nos différents thèmes. Vous faites bien de le dire, c'est la tradition. En tout cas, on va commencer par le sujet qui concerne la crise anglophone. La presse n'a pas manqué de quoi séduire ses lecteurs encore cette semaine qui s'achève. Mutation qui parlait en début de semaine de liaison dangereuse faisait déjà allusion à la milice de l'Ambazonie et bien entendu à la jeunesse du Biafra qui explique que les séparatistes nigérians déclarent avoir prêté main forte aux miliciens camerounais au cours de l'attaque qui a causé donc la mort de 4 militaires dans cette mouvance donc de la crise anglophone. Le journal, le quotidien bilingue Émergence fait savoir qu'à Kérémouna fustige d'ailleurs la division entre les pouvoirs publics et bien entendu le peuple. Selon Émergence, le candidat déclaré à la présidentielle 2018 pense que la mouvance ou le gouvernement aurait dû donc retenir la proposition de député SDF à l'Assemblée nationale, celle de mettre donc à l'ordre du jour le sujet concernant la crise anglophone et éviter bien entendu les dérives qui se poursuivent d'ailleurs dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. La Nouvelle Expression, pour sa part, se demande comment est-ce qu'on peut faire pour vaincre notamment les sécessionnistes dans les régions anglophones du Cameroun. En guise de réponse à cette question, le quotidien privé fait savoir que le commandement militaire doit donc revoir ses stratégies de collaboration entre les forces de l'ordre et bien entendu les populations. Le journal Détective explique par ailleurs que Joseph Betty Assomo passe bien sûr à l'offensive. Le journal révèle qu'à la suite donc des assassinats des hommes en tenue, c'est une riposte musclée de l'armée camerounaise que nous allons revivre donc sur le terrain et que l'on devrait désormais vivre sur le terrain selon bien sûr le journal. Le quotidien Le Messager a même laissé entendre qu'un général anglophone a été donc commis pour mater les sécessionnistes. Selon bien entendu Le Messager, Paul Biya a choisi le général Njokelo Kobi pour traquer tous ceux qui sèment la terreur dans les zones anglophones. Et Cameroun Tribune de dire simplement que ces régions sont sécurisées et non militarisées, comme semblent déclarer certains, et même si la presse fait savoir que les arrestations se font en cascade, notamment dans les régions anglophones, notamment dans le cas de Patrick Nguénan, qui, selon bien sûr le ministre de la Communication, n'a pas été interpellé à l'aéroport de Douala pour ses positions radicales face au gouvernement, mais simplement parce qu'il a promis la mort au chef de l'État. Voilà du moins comment est-ce que la presse a traité de ce premier sujet. Le second sujet, vous l'avez évoqué, il s'agit bien entendu de l'affaire de la stèle qui a été érigée au rond-point Bonacoman, qui n'a duré que quelques heures seulement. Et là, la presse n'a pas manqué l'occasion, notamment la Nouvelle Expression, ne sait pas véritablement, en tout cas, n'a pas perdu le temps. Bien d'autres, bien qu'ayant vécu le seul sujet, en tout cas dans ce journal, on comprend simplement que la Nouvelle Expression, qui en a fait écho, le quotidien privé du Carrefour Equinox à Douala, s'est donc plutôt intéressé à l'action de destruction de la stèle menée par l'activiste Essama. Dans les réactions, plusieurs Camerounais estiment d'ailleurs qu'on devrait donc accorder plus d'attention à nos héros nationaux qu'aux étrangers. Pour certains, la Française Sylvie Blocher, et qui demande donc pardon, quoique n'ayant pas été mandatée par la France, demande pardon aux Camerounais, ne devrait pas donc occuper un espace aussi stratégique que de la ville de Douala, qui n'est donc autre que Bonacoman. Et là, on apprend d'ailleurs à travers la presse également cette semaine que d'autres, en tout cas le délégué du gouvernement qui a donné caution à cette action semble être complice dans de tout cela, et certains qui pensent que le délégué du gouvernement aurait donc vendu la ville de Douala en abrotant bien sûr d'autres occasions, et comme celle qui a d'ailleurs qui a fait l'objet tout au moins des gorges chaudes de cette semaine qui s'achève également. Donc le journal s'est intéressé à cette action, comme bien d'autres journaux aussi, pour dire que tout cela peut avoir un impact négatif entre les relations, le Cameroun et bien sûr la France. C'est d'ailleurs l'observation qui a été faite
autour de la presse cette semaine. Je vous remercie Flavien pour ce melting pot de toutes les actualités que vous avez bien voulu faire pour nous. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. C'était un rendez-vous. À présent, je vous invite, mesdames et messieurs, à découvrir le panel d'invités qui nous accompagne tout au long de cette édition de Droit de réponse. On va commencer par ma gauche et de ce côté-là, je vous prie d'accueillir Maître Tchungon, avocat, ancien bâtonnier. Bienvenue, Maître. Bonjour, et je voulais profiter de cela pour souhaiter bienvenue à mes copanélistes et un bon dimanche à vos téléspectateurs. Et puis, comme c'est la finale de la Coupe du Cameroun, je voulais avoir une pensée pour cet lion Massin qui est décédé, n'est-ce pas, chez lui. Une nouvelle assez fracassante sur laquelle on s'est réveillé ce matin. De toutes les façons, on en reparlera. On accueille le deuxième invité de ce panel. Il est journaliste. Il est d'ailleurs le directeur de publication de Tribune d'Afrique. Je vous prie d'accueillir Faustin Djikam. Bienvenue. Bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour à tous les panélistes. C'est un honneur et un plaisir de me retrouver dans votre beau studio ce matin pour parler de l'actualité qui nous concerne. Je voudrais saluer, comme nous sommes un dimanche, tous les chrétiens du monde entier et particulièrement ceux de l'Église évangélique du Cameroun, mon Église. D'accord. On devrait également on accueille sur ce plateau l'homme politique, celui qui est chargé de la communication au Shadow Cabinet. Il s'agit de Jean-Robert Wafo. Bienvenue, monsieur. Merci, Kedia. Je salue, n'est-ce pas, tous les téléspectateurs de Equinox Télévision et voilà. Ainsi que les panélistes ici présents, à savoir le bâtonnier Maître Charles Tchongan et le directeur de publication Faustin Djikam, vous également. Alors, on devrait en principe d'ici à là accueillir également sur ce plateau notre dernier invité qui est encore en chemin. Il s'agit du professeur Dou Kaya, égyptologue. Vous aurez l'occasion de le découvrir, mesdames et messieurs, mais commençons déjà par entrer dans le premier sujet. À l'ordre du jour, dans cette édition de Droit de réponse, on parle de la crise anglophone et des différents rebondissements qu'on a pu recevoir ou apercevoir tout au long de cette semaine. Il faut dire que la semaine a été marquée notamment par de nouvelles attaques dans le sud-ouest. La semaine aura été marquée au-delà de ces attaques-là par l'hommage rendu aux soldats décédés, assassinés par les assaillants sécessionnistes, avec la présence en zone anglophone du ministre de la Défense, Joseph Beti Assoumou. Je vous lance donc, vous, Jean-Robert Wafo, sur cette première thématique avec la question de savoir quelle aura été finalement votre appréciation de cette descente du MINDEF du côté des zones anglophones. Non, mais c'est toujours bien que le ministre de la Défense puisse descendre sur le terrain pour toucher du doigt les réalités. Bon, est-ce que cette descente, n'est-ce pas, sera suivie d'un effet positif, à savoir, n'est-ce pas, ramener le calme dans ces zones? Bon, mais moi, je doute fort. Parce que, bon, voyez-vous, il faut se dire des choses, il faut dire des choses clairement. On n'avait pas besoin de tout ça. Une déclaration de guerre qui aujourd'hui s'apparente, ou alors sans s'apparenter, n'est-ce pas, à un permis de tuer. On n'a pas besoin de tout ça. Depuis le début de la crise, qu'est-ce que nous avons demandé au SIF? Qu'il y ait un dialogue national inclusif. C'est-à-dire qu'un dialogue national inclusif sur la forme de l'État et sur la gouvernance. Si on l'avait fait depuis, si on avait su le régime de Yaoundé avait accédé à cette proposition, on n'en serait pas là aujourd'hui. Parce qu'on observe une chose quand même curieuse. C'est quoi? C'est que dès le déclenchement de la crise, il n'y avait pratiquement pas de forces de défense et de sécurité qui tombaient sur le champ de bataille. Mais depuis que le président de la République a donc déclaré la guerre, on observe qu'il y a une déflagration, que nos forces de défense et de sécurité, n'est-ce pas, tombent comme des mouches. Alors on a bien envie donc de se poser la question, mais attendez, pourquoi avant il y avait moins de forces de défense et de sécurité qui tombaient et maintenant, après la déclaration de la guerre, ils tombent de plus en plus? On a comme l'impression, il est difficile de donner des fois du tort à ceux qui estiment que la déclaration de guerre du président de la République n'était pas opportune. Elle n'était pas opportune. On a tout simplement pu dialoguer. On a pu simplement dialoguer, qu'on se réunisse. Et nous, au SIF, contrairement à ce que d'autres pensent de nous, nous avons dit, nous avons été clairs dans notre démarche. La sécession est à proscrire. Mais qu'on dépose sur la table,
dans un dialogue national inclusif, le problème de la forme de l'État, ainsi que la gouvernance. On ne serait pas en train de tuer, n'est-ce pas, dont les Camerounais ne seraient pas en train de tomber dans cette zone-là. Parce que quand on déclare la guerre à qui? On déclare la guerre à qui? Aux sécessionnistes? Mais nous avons dit que la sécession est à proscrire. Mais on ne déclare pas la guerre à son peuple. D'accord. On va de ce fait passer à un autre aspect justement de cette question-là. Et je me retourne vers vous en ce moment, Faustin Ndjikam. On s'est rendu compte quand même de ce que Jean-Robert Wafo d'ailleurs l'a dit. Les soldats n'arrêtent pas de tomber depuis la déclaration de guerre que le président de la République a fait envers ses assaillants sécessionnistes. Mais est-ce qu'on ne devrait pas, à l'état actuel des choses, penser à refaire la stratégie militaire, à repenser le déploiement pour éviter ces morts inutiles? Je voudrais d'abord rendre hommage à ces forces de défense qui, jusqu'ici, ont quand même fait preuve de beaucoup de retenue et de professionnalisme face aux attaques dont elles sont victimes. Je voudrais féliciter le ministre de la Défense qui a bien compris qu'il était temps de descendre sur les lieux, non seulement pour réconforter les familles, parce qu'il ne faut jamais oublier que ces militaires, gendarmes et policiers sont quand même issus des familles, pour les réconforter. Mais cela dit, je voudrais souscrire entièrement à ce que mon ami Wafo a dit relativement au temps qui a été pris pour régler cette crise. Je crois quand même qu'il faut être sérieux. Nous avons perdu beaucoup de temps dans la résolution de cette crise. Parce qu'un État, un gouvernement, c'est celui-là qui doit savoir anticiper sur des événements. Si nous avions anticipé, si nous avions développé des mécanismes qui pouvaient nous permettre de circonscrire cette crise, on ne serait pas arrivé à ce genre d'escalade. Et aujourd'hui qu'on y est, l'État, une fois de plus, doit prendre ses responsabilités pour que la sécurité des hommes et de leurs biens, de tous les Camerounais, sans exception, soit préservée. Maintenant, pour ce qui est des sécessionnistes, eh bien, le camarade, le frère du SDF l'a dit, il n'est pas question de discuter avec de quoi que ce soit. On a proscrit la sécession. On ne discute pas là-dessus. Le Cameroun reste un et indivisible. Mais on pourrait quand même s'interroger sur la forme de l'État, sur l'avenir de notre pays. Parce que même la constitution du Cameroun, qui a prévu la décentralisation, et un certain nombre d'institutions qui n'ont pas été encore mises en place, ont des problèmes aujourd'hui. Donc il faudrait qu'on essaie de nous asseoir pour voir si, en matière de décentralisation par exemple, qu'est-ce qui a été fait? Jusqu'où on est arrivé? Qu'est-ce qui reste à faire? Pourquoi les gens se plaignent? Est-ce que c'est la forme de l'État qui fait problème? Est-ce que c'est parce que nous n'appliquons pas ce que nous nous sommes dit dans la Constitution qui fait problème? Je crois qu'un débat doit être ouvert pour éviter une succession d'escalades. Vous avez vu ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale aujourd'hui, avec Mme Damjoya, qui est sortie malheureusement de ses gonds, par là où on ne l'attendait pas. Donc on ne peut pas accepter ce genre de violence. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Et l'État, une fois de plus, doit prendre ses responsabilités pour que le sang des Camerounais cesse de couler. Maître Charles Tchunga, il faut le dire, alors que le MINDEF s'apprêtait à descendre dans le sud-ouest pour rendre cet hommage aux soldats assassinés, il y a eu dans la nuit du 7 au 8 de nouvelles attaques, et encore récemment, avant-hier et hier, de nouvelles attaques toujours perpétrées sur les forces de l'ordre. Comment estimer, ou alors comment comprendre cet acharnement qu'ils ont à tout le temps s'attaquer essentiellement aux forces de défense? Moi, je pense que c'est une stratégie, n'est-ce pas, de provocation systématique contre les forces de l'ordre. Et puis, c'est une démarche. C'est même pas nous ne sommes pas en face d'une confrontation classique. Parce que si nous pouvions déterminer quels sont nos adversaires, quels sont nos ennemis dès le départ, on aurait une stratégie pour les contenir. Donc, ces gens, ces sécessionnistes qui attaquent les éléments de nos forces de sécurité savent parfaitement qu'en s'attaquant à nos forces de défense et de sécurité, ce sont des agressions très symboliques. Et que de ce point de vue-là, ils vont déclencher, n'est-ce pas, une militarisation, n'est-ce pas, de ces deux régions qui va déclencher naturellement des réactions en chaîne, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de nos frontières. Donc c'est une stratégie bien pensée
Il ne faut pas croire qu'on a affaire à des enfants de cœur. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut revoir, reconcevoir, n'est-ce pas, la stratégie de nos armées pour répondre, n'est-ce pas, à ce type de ces nouvelles agressions. Mais officiellement, il y a une déclaration de guerre par le chef des armées. Et puis la question est, et après, que faisons-nous? Après la guerre, on fait quoi? Et puis enfin, on a observé également 2 autres événements. Le comportement de l'Assemblée qui a eu lieu à l'Assemblée nationale du Cameroun. Depuis l'ouverture de cette session, le principal parti d'opposition a adopté une stratégie, n'est-ce pas, de blocage, n'est-ce pas, des travaux de l'Assemblée. Quand ce type d'événement arrive, ça veut dire qu'en réalité, il y a une responsabilité très forte de l'État par rapport à cela. Est-ce qu'il faut n'est-ce pas, critiquer les membres de ce parti d'opposition? Quand on refuse le débat, c'est à cela que l'on s'expose. Maintenant, j'ai vu d'autres images, celle, n'est-ce pas, d'un député du Noun qui a sorti sa chaussure et a blessé... Non, ce n'est pas la chaussure, c'est le chevalet, c'est-à-dire oui, le porte-nom. Là. Absolument. En tout cas, je vais expliquer. Un objet qui a blessé, qui a fait saigner un député du RDPC, je considère que ce sont des comportements inacceptables en démocratie. La communication de son parti a bien fait comprendre à l'opinion publique nationale et internationale qu'il ne s'agissait pas d'une attaque. Non, peu importe, mais tout le monde a vu, tout le monde a vu cette hystérie qui a précédé, n'est-ce pas, le jet de cet objet qui, en tout état de cause, a blessé un député de nation. Ce sont des scènes inacceptables, n'est-ce pas, en démocratie. Ça me rappelle, n'est-ce pas, les États de l'ancienne Union soviétique, où les gens finissent par aller au point, un peu comme en Turquie, où on voit des députés sauter sur d'autres députés pour essayer de les déstabiliser physiquement. Le troisième événement que la presse a analysé cette semaine, c'est l'arrestation de cet écrivain. Je vous propose, maître, de revenir dessus tout à l'heure, le temps d'introduire notre dernier invité qui vient d'arriver. Non, donc je veux conclure sur ce point pour dire que la question initiale demeure. Que faisons-nous aujourd'hui au Cameroun pour mettre un terme, n'est-ce pas, à cette perte en vies humaines que l'on comptabilise maintenant pratiquement tous les jours dans les provinces du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, tout en rappelant qu'il y a une connexion entre les sécessionnistes du Nigeria et ses attaquants, puisque nous avons observé que les autorités nigérianes en ont pris conscience. Et la venue au Cameroun de cet émissaire nigérien n'est pas étranger à la situation. Si cette coopération entre ces sécessionnistes des deux bords, transfrontalières, se renforce, nous risquons d'ici quelques mois être dans une situation où les cérémonies comme celle que le ministre de guerre, le président chargé de la Défense nationale, ces cérémonies vont se multiplier. On va être en train de faire des cérémonies toutes les semaines pour enterrer, n'est-ce pas, nos combattants, nos forces, nos agents de nos forces de défense tombés au front. Je vous remercie, maître. Je vous le disais tout à l'heure, il est temps pour nous d'introduire notre dernier invité qui a pris l'émission en cours. Il s'agit du professeur Doukaya, égyptologue. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité pour ce grand débat. Alors, vous arrivez à un moment où on est déjà en plein dans le débat sur la crise anglophone. On a parlé d'à peu près tout déjà à ce stade de l'émission. Nous avons parlé des dernières attaques. Nous avons parlé, et vous étiez déjà sur le plateau, de la réaction des députés au siège même de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et on parlera surtout avec vous de l'arrivée de l'émissaire nigérian qui a été reçu par le président de la République en cours de semaine, justement. À votre avis, maintenant que les deux hommes ont pu communiquer, je veux dire, le Cameroun et le Nigeria au travers leurs deux émissaires ont pu communiquer, est-ce qu'on pourrait s'attendre à une sorte de coopération entre les deux pays pour pouvoir fermer la porte à ces sécessionnistes? Moi, je pense qu'il y a déjà une coopération entre le Nigeria et le Cameroun à propos de ce qui se passe au nord du Nigeria, Boko Haram. Mais c'est vrai qu'il y avait déjà au départ une méfiance entre les deux armées à Côte de Bakassi qui a duré très longtemps. Exactement. Alors, il y a eu une grande méfiance dans l'époque Bokassi, mais l'apport du Cameroun à la guerre de Boko Haram, et surtout du Tchad, a fait qu'il y a maintenant une complicité assez importante entre cette armée-là. D'ailleurs, bon, moi, je vais revenir un peu pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Je veux dire que nous, on n'est pas du tout surpris de ce qui se passe au Cameroun, parce qu'il n'est pas possible que le Cameroun, c'est le seul État de l'Afrique centrale qui était plus ou moins stable. Si nous regardons toutes nos frontières, le Tchad, Centrafrique et maintenant le Gabon, le Nigeria sont instables.
Ce n'est pas possible que le Cameroun devait s'attendre à ce qui va arriver. Et ce n'est pas non plus possible que vous avez autant de richesses, du pétrole, de Bakassi, c'est énorme. Nous avons de l'or, il faut qu'on ait des armées. Ouais, nous, on ne va pas. Donc, je pense qu'il y aura une grande complicité. C'est l'intérêt maintenant, puisqu'en fait de compte entre des États, il n'y a pas d'amitié, c'est d'intérêt. L'intérêt de Boko Haram va faire ce que, et aussi la reprise de Bakassi avec les Biafrais, l'armée de la libération du Biafra, va sûrement redonner, j'espère aussi vite, une certaine unité entre les deux États. N'oubliez pas, je vais juste arriver parce que quand on parle du Biafra, il faut que nos éditeurs sachent. Nos téléspectateurs. Sachent exactement qu'est-ce que c'est que le Biafra. À cause du Biafra, je vous assure que s'il n'y avait pas le Biafra, le Nigeria serait aujourd'hui comme le Japon, ou bien comme la Corée. Et c'est un Français qui a dit ceci, le Japon nous a surpris, le Nigeria ne nous surprendra pas. Il ne faut pas qu'il y ait un État nègre, un État africain important. Et donc, ils sont partis dans la guerre du Biafra pour déstabiliser le Nigeria jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a que des militaires qui y sont. Mais malgré tout, le Nigeria, c'est quand même le premier pays africain devant l'Afrique du Sud, qui est un pays européen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut que je comprends très bien les problèmes politiques qui nous assument, mais nous devons être vigilants. C'est là où j'appelle les hommes politiques, de temps en temps, de laisser d'abord l'affaire politique à côté. Quand le pays est en danger, il faut y arriver. Parce que si on déstabilise le Cameroun, c'est toute l'Afrique centrale qui est déstabilisée. Exactement. Alors, exactement. Donc j'espère que... Le Cameroun étant le grenier de l'Afrique centrale. Exactement. Et je pense que c'est un truc sérieux. Mais moi, je pense qu'on va gagner parce qu'aujourd'hui, aucune guérilla. Nous, on a connu avec les armées de l'extrême gauche, ont compris que l'UPC et tout, qu'on ne peut plus gagner maintenant par les armes. On ne peut que gagner par la politique. Merci, professeur Doukaïa, pour cette première prise de parole. Cette fois-ci, Jean-Robert Wafo, parlons d'autre chose. On a remarqué parmi les éléments qui ont poussé à l'enlissement de cette crise qu'il y avait également les prises de position des hommes politiques, à la fois sur les réseaux sociaux et même dans leur posture d'hommes politiques. Prenons par exemple le cas du sénateur RDPC Samuel Obam, qui a fait une sortie qui a été qualifiée quand même d'assez catastrophique. Et aujourd'hui, on se pose la question de savoir l'impact que peuvent avoir les différentes déclarations des personnalités de ce pays sur la résolution de la crise. Mais vous savez, quand il y a une crise comme celle-ci, les hommes politiques doivent être responsables et républicains. Et malheureusement, le sénateur Obam, Hassan, du Sud, a fait dans la provocation. Il faut que ce soit clair. Nous avons un ami commun qui m'a appelé, M. Aboselo Monéfon, qui a réagi à mon poste, qui m'a appelé après avoir lu mon post sur Facebook pour s'indigner et pour dire que c'est pas vrai. Je lui ai tout simplement dit, ok, si le sénateur se rend compte que s'il est conscient de ce que c'est pas vrai, il n'a qu'à faire un démenti. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas fait le démenti. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était à la conférence des présidents. Au niveau donc, du Sénat, et le sénateur Obama est venu carrément dire au sénateur Tsoumelou, qui est président du groupe parlementaire du SDF au Sénat, donc membre de la conférence des présidents, que bon voilà, que nous sommes des sécessionnistes et que bon, de toutes les façons, il a aussi un enfant, c'est un proche qui est, qu'on va certainement se envoyer là-bas, alors qui est déjà là-bas et qu'il lui a demandé de ne pas rentrer dans un cercueil, même s'il faut massacrer ces 30 personnes. Bon voilà. Donc ça a mis le feu aux poudres. Il y en a qui ont cru que c'était des blagues, mais ils se sont ravisés quand le président du Sénat lui-même a pris sur lui, dans une bonne démarche, n'est-ce pas, de les recevoir en audience séparément, bien sûr. Donc voilà, donc les faits sont là et c'est des propos qui sont, n'est-ce pas, de nature à jeter de l'huile sur le feu. Et puis autre chose, on parlait tout à l'heure, Maître parlait de l'incident qu'il y a eu à l'Assemblée nationale. Monsieur le bâtonnier, d'abord, je commence d'abord par Madame, par la députée Tomano Damjoya. Je veux vous dire ce qui s'est passé en fait, et vous aurez froid au dos. Le matin du vendredi, il y a eu une conférence des présidents extraordinaire où on a convoqué, n'est-ce pas, ceux qui sont membres. Et puis, nos membres de la conférence, donc des présidents, ils ont demandé, bon, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, ok, vous savez la proposition que le président de l'Assemblée nationale
et le ministre en charge des relations avec le Parlement ont voulu nous donner, ils ont dit, ok, déposez une proposition de loi sur la question anglophone, et puis on en discutera. Or, c'était une entourloupe, parce que le règlement de l'Assemblée dit quoi? Quand vous déposez une proposition de loi, elle doit venir automatiquement en plénière après 2 sessions. Or, si l'on s'en tient au calendrier électoral, après 2 sessions, c'est la prochaine législature. Alors, nous avons senti dans cette partout et nous avons dit non. Alors, on est allé à l'Assemblée nationale. Nous avons protesté parce que, si vous observez bien, la démarche des députés du SDF, c'était une démarche évolutive. C'était d'abord le boycott de la session, bref, je veux dire du début de la session. Et ensuite, c'était l'opération Blocus, où on est allé, on a bloqué tout. Et ce jour-là, donc, on a continué, nos députés ont continué avec l'opération Blocus. Ce qui s'est passé est scandaleux. Le président de l'Assemblée nationale arrive là, il est au pêchoir. Il dit, la loi des finances est adoptée. Aucun ministre n'a pris la parole. Aucun député RDPC n'a pris la parole. Il dit bien personne. Il dit, c'est-à-dire qu'on a bâclé cette séance d'adoption du budget en 15 minutes. Il dit, personne n'a pris la parole. 15 minutes. Monsieur Mouafo, nous savons ce qui s'est passé en réalité. Parce que vous ne répondez pas à la question fondamentale. Parce qu'effectivement, il y a eu l'opération Blocus. Moi, j'ai été sur ce plateau il y a quelques semaines, avec Njikam, ici ou ailleurs, où j'ai fustigé l'abandon par le président de l'Assemblée nationale de l'hémicycle. Abandonner l'hémicycle à l'opposition aurait pu provoquer la prise de parole et les débats par le député. Il se trouve que cette fois-ci, il est resté. Parole a été donnée, n'est-ce pas, à votre parti pour exposer sur... il y a eu des questions préalables, nous avons demandé... Et il se trouve que, alors qu'il était à la tribune, nous avons vu les images. Les autres députés l'ont rejoint pour faire effectivement le blocus. Encore une fois, je ne vous blâme pas pour avoir fait obstruction. Mais en même temps, lorsque vous entrez dans un système de rapport de force, le parti mais monsieur le bâtonnier, est-ce que cela justifie qu'on puisse venir bâcler l'adoption du budget en 15 minutes alors que habituellement, ça il faut que je le dise clairement, ça va jusqu'au lendemain, c'est-à-dire ça commence à 11h et ça finit à 10h le lendemain, en 15 minutes. Un document aussi important ce n'est pas la pour question. La vie de la nation. Mais c'est pas la question. En 15 minutes, aucun ministre ne prend la parole. Une seule personne à la fois. Aucun ministre ne prend la parole. Mais monsieur Mouafo, ça c'est politique. Je ne vois pas qu'on est venu sur le plateau pour débattre. Pour revenir à Madame Damjoya. Oui, voilà. Elle également. Elle a demandé la parole. Elle a mis son cheval, elle a dit, je veux parler, ainsi que les députés de l'UDC. C'est quand donc le président de l'Assemblée nationale a dit, les débats sont clos, par réflexe, qu'on peut condamner, mais qu'on peut également comprendre, parce qu'on peut comprendre sa frustration et son exaspération. Mais c'est pas foi dans le dos, parce que voilà, elle a lancé. Non, je dis qu'on peut comprendre, qu'on condamne, mais qu'on peut comprendre. On ne peut pas comprendre. De l'exaspération. On ne peut pas comprendre. Elle demande la parole, les députés demandent la parole. Personne à la fois. Laissez-moi parler, maître, puisque moi j'ai l'information. Et c'était même dans les réseaux sociaux. Et le communicateur même de l'UDC l'a dit. Je l'ai recoupé. Donc c'est dans une exaspération qu'elle a donc pris le chevalet, elle a balancé. Très bien. Et par mégarde, malheureusement, je dis, c'est pas quand on est frustré, quand il y a un blocage, quand vous vous rendez compte que vous, députés de la nation, vous êtes incapable de porter les aspirations de ceux qui vous ont élus. À un moment donné, donc, vous dites, ok, on va dans un rapport de force. Merci, monsieur Mouafo. Qu'est-ce que ce qui se passe? On a compris votre position sur la question. Oui, Faustin Njikam, vous semblez vouloir rebondir là-dessus. Oui, je voudrais simplement faire remarquer à mon ami Wafo que rien ne doit expliquer un acte aussi malheureux. La preuve, le SDF a eu beaucoup plus de frustration que l'UDC. Mais aucun député du SDF n'a jamais pris son chevalier pour jeter sur un autre. Je suis d'accord. Écoutez, M. Wafo, ces dernières semaines, vous avez remarqué que le SDF a bloqué le débat à l'Assemblée nationale justement parce qu'il n'arrivait pas à faire passer son message. Mais jamais, un seul député du SDF n'a soulevé ne serait-ce que sa flûte
ou bien pointer un autre député du doigt et le menacer. Ce que je vous dis, c'est parce que je suis malheureux d'en parler parce que l'honorable Tomalino Ndamjoya est fatalement la représentante d'un département dont je suis originaire. C'est la traduction des actes de violence qui ont toujours été perpétrés par ce parti politique dans notre département. Elle ne peut pas nous sommes malheureux à Fumbar aujourd'hui de voir qu'elle a posé un acte pareil. Pourquoi? Parce que nous savons très bien qu'elle a les capacités intellectuelles de retenue. Mais nous ne pouvons pas accepter, moi je ne peux pas accepter qu'au nom de tout cela, qu'elle puisse balancer un engin, une arme blanche, comme celle-là, sur un député, sur un collègue. Monsieur Faustin Djika, j'ai dit, l'acte n'est pas bien, encore que ça blessé. Je vous ai bien compris, monsieur Wafo. Ça n'aurait pas blessé un député que... On peut comprendre qu'on soit frustré. On aurait trouvé que l'acte... On peut comprendre... Moi, je suis un élu. On peut comprendre qu'on doit Je suis un élu. Mais on n'est pas dans une imaginez que je suis en train de vouloir défendre les intérêts, prendre la parole, on me bloque. Jean-Robert Wafo, permettez que Faustin Djika aille jusqu'au bout. On reviendra à vous. Les députés que nous avons élus ne devraient pas se comporter comme des quartiers-arts. Vous le savez très bien. Vous voyez? Non, c'est pas ce que je dis. Mais je dis que elle a été élue. Elle doit comprendre qu'elle doit avoir un sens élevé de la retenue. Mais elle doit également comprendre qu'on bâcle l'adoption de la loi des finances en 15 minutes. Ok. Alors, c'est donc aussi important. Mais on ne va pas transformer. 4513 milliards. On ne peut pas transformer l'Assemblée nationale. 4513 milliards, on bâcle ça en moins de 15 minutes. Vos propres députés n'ont jamais blessé personne. Sortons de ce sujet, messieurs, si vous voulez bien. Nous acceptons que des députés de la nation puissent utiliser des armes blanches au nom de quoi que ce soit pour blesser les autres, ce que nous ne sommes pas. Messieurs, essayons d'avancer. Moi, en tant que journaliste, je suis pas dans ma mission. Essayons d'avancer, s'il vous plaît. La violence sous toutes ses formes. Merci, Faustin Djika. Oui, maître, vous semblez également avoir quelque chose à dire sur le sujet. Non, je voulais... Qui vous passionne tant sur ce plateau? Non, ce n'est pas une question de passion. C'est une passion de règles, de vivre ensemble dans un État prétendument démocratique. Encore une fois, j'ai dit que le blocus du EDF n'était pas blâmable. Mais chaque fois que la violence s'exprime, où que ce soit, elle doit être condamnée, sans réserve. Cette façon de faire des défenses collectives en termes politiques, parfois, vous amène à couvrir des choses que personne ne peut accepter. Quand je vois un député dans une assemblée qui bénéficie de l'immunité, n'oubliez pas cela, commencer à se comporter comme ça, vous allez être étonné que d'ici quelques temps, on vous envoie des gendarmes pour essayer de vous calmer parce que vous êtes incapable, à l'intérieur, n'est-ce pas, du second pouvoir de la République, de vous comporter, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'une question de passion. Et en même temps, et j'aurais fini en disant cela, lorsque vous avez engagé votre opération blocus, la conséquence c'est quoi? C'est que si la majorité fuit l'Assemblée, vous avez gagné. Mais la majorité a décidé cette fois de rester. Et comme nous sommes dans un système qui fonctionne sur la loi de la majorité, vous ne pouvez pas en même temps dire, oui, on a adopté la loi de finances sans débat, alors que vous-même, votre processus de blocage ne permettait pas ce débat-là. Et donc le président de l'Assemblée nationale en a tiré les conséquences logiques. Comme nous sommes majoritaires, et qu'aucun recours ne va être exercé, parce que regardez comment fonctionne un système de droit. C'est qu'à chaque fois que vous faites recours, n'est-ce pas, au vote, c'est la majorité qui passe. Bon, vous ne pouvez pas en même temps dire, je bloque les débats, et en même temps dire, on a adopté sans débat. Ça me paraît quand même un peu contradictoire comme démarche. Autant, on a beaucoup apprécié votre action, autant nous disons que la conséquence, cette action avait des limites. Et cette limite, c'est la loi majoritaire. Voilà. Le problème, maître, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas passé ça au vote. Je dis ceci, aucun député n'a voté ce projet, donc cette loi de finances. Le président Le Pan dit le budget est adopté. Point. 15 minutes. C'est de ça qu'il est question. On doit expliquer. On va lancer. C'est de ça qu'il est question. On doit quand même nous dénonçons ici la violence sous toutes ses formes. Permettons au professeur Doukaya de donner son avis sur la question. Messieurs, s'il vous plaît. Vos députés n'ont jamais violenté personne. Pourquoi vous défendez un député qui a violenté madame Ndamjoya? Je dis, l'acte est condamnable, mais je la comprends.
Je comprends, madame le député. Nous aussi, nous comprenons. Voilà. Mais elle doit avoir le sens de là, et j'attendais également que sur ce plateau, que vous Quand vous parlez tous à la fois, on n'entend plus personne. Condamner également l'acte posé par le président de l'Assemblée nationale qui unilatéralement, personnellement, déclare que la loi des finances 2018 est adoptée. Jean-Robert Wafo, permettez qu'on prenne l'avis. Vous qui couvrez les activités parlementaires, vous avez vu ça quand? Permettez qu'on prenne l'avis du professeur Doukaya sur la question. C'est vrai, mais on ne peut pas régler des problèmes tant à l'Assemblée nationale qu'ailleurs par la violence. Merci. Et c'est ce que professeur Doukaya, est-ce que vous avez un avis également sur ce qui s'est passé Nous à regardons l'Assemblée avec beaucoup d'amertume ce qui se passe devant notre Assemblée. C'est avec beaucoup d'amertume. On comprend aussi que peut-être c'est parce qu'il y a des grands événements qui arrivent, c'est-à-dire 2018, avec les élections. Est-ce que les partis politiques n'ont pas de projet politique de quoi nous faire rêver? Parce que c'est ça qu'on pose la question. Au moment donné où c'est important, se pose des problèmes importants de la nation, de la société, ben on ne va pas. On voit des bagarres, de positionnement, de rapports de force et même de la violence devant notre Assemblée. Ce n'est pas possible. Nous, on attend de vous, on attend de nos votes, c'est que vous faites rêver, que vous dites que voilà, en 2018, si vous nous votez, voilà comment nous allons mener le Cameroun. Voilà comment nous pensons que le problème de Bakassi, le problème de l'anglophone, comment nous pensons, nous, partis politiques, nous pouvons le régler. Il y a des propositions. Bon, donc, je pense que c'est ça que nous attendons de vous. Bon, maintenant, quand il y a un problème de budget, qui est aussi important, je crois que ça aussi, il faut faire attention. Quand il y a un problème de budget, finissez par le budget. Et ensuite, parce qu'on ne peut pas, à partir du moment donné où on parle du budget du Cameroun, ce qui va faire fonctionner notre pays, d'ailleurs, qui a un budget, on ne sait pas comment. On doit absolument d'abord travailler sur le budget et ensuite, on passe au problème important. Le problème anglophone est important. Et on ne peut pas le bâcler, on doit le discuter au fondement. Mais ce que le peuple vous regarde, attention, le peuple vous regarde. Et le peuple pourrait prendre une décision. Et il va prendre une décision en fonction des actes de ce que vos représentants vont faire devant nos yeux. Voilà, je pense que c'est ça. Jean-Robert Wafo, oui. Non, mais moi, ce que je vais dire, c'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne à voir des choses clairement. Ça fait combien d'années que nous demandons qu'il y ait un dialogue? Quand vous parlez du vote du budget, par exemple, ils ont travaillé en commission. Ça coûte quoi? Parce que quand il s'est agi de présenter à la représentation nationale la crise grave, c'est-à-dire que l'insécurité grave qui sévit à l'extrême nord du fait des barbares de Boko Haram, le ministre de la Défense est venu s'exprimer au Sénat. Il y a même une pétition qui a été signée. Bref, les sénateurs ont signé, toutes tendances politiques confondues. Mais pourquoi on ne le fait pas à l'Assemblée nationale pour la question anglophone? Parce que je vais vous dire, il faut que les Camerounais le sachent. La décentralisation, comme M. Faustin Djikama dit, est monnée. Est-ce que vous savez, quand vous prenez le volume global des ressources transférées par concomitance, la dotation générale de la décentralisation, les impôts soumis à péréquation de 2010 à 2015, ça fait 588 milliards, qui ne représentent que 3% du volume du budget de la nation durant la même période. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez normal que même les textes qui existent, et même monsieur le bâtonnier le sait, l'affaire des centimes additionnels communaux, vous le savez très bien. On a l'article 6 alinéa 5 d'un décret de 2011 qui dit sur la quote-part des centimes additionnels communaux alloués à la communauté urbaine, 40% doivent être affectés aux communes d'arrondissement. On a une communauté urbaine qui a 35 milliards de francs CFA de centimes additionnels communaux. 40%, ça veut dire qu'ils doivent reverser 14 milliards à toutes les 6 communes de droit là. Ils ne l'ont jamais fait. Les maires, toutes tendances politiques confondues, ont saisi les autorités compétentes. Ils sont restés tranquilles. Vous voulez qu'on fasse quoi? Et il y a 45 communes comme ça au Cameroun qui sont rattachées à la communauté urbaine. 45 communes, j'ai fait des calculs, ça fait 3 milliards 900, donc ça fait 3 900 000 habitants. Qui sont concernés par ça? Pourquoi on refuse par exemple de mettre les conseils régionaux? Parce que tout ce qu'on observe là, dans nos deux régions, du nord-ouest et du sud-ouest, s'il y avait eu les conseils régionaux, la tectonique politique n'aurait pas atteint Yaoundé. Ils auraient réglé ça là-bas entre eux. S'il y avait eu les conseils régionaux, Madame Kedjaha, la Commission nationale pour le bilinguisme et le multiculturalisme, on n'aurait pas eu besoin de ça parce que une des compétences des conseils régionaux, c'est la promotion des langues et des cultures nationales. De quoi ont peur? De quoi ont peur dans ce pays? Je vais vous dire pourquoi ils ont peur.
Quand vous prenez le dernier rapport 2015 de la Chambre des comptes pour l'exercice 2015, qu'est-ce qui est mentionné? 40% du budget de fonctionnement de l'État ont fait l'objet de détournement par le biais des marchés de gré à gré ou bien des marchés fictifs. Le budget de fonctionnement de l'État en 2015, c'était de 2315 milliards. Ça veut dire que 40%, c'est 925 milliards de francs CFA qui ont été détournés au titre d'un seul exercice. Vous comprenez pourquoi ils ne veulent pas la décentralisation? Non, il faut le dire simplement. Voilà. Ils ont peur de perdre leurs privilèges. Les privilèges qu'ils ont. Il faut le dire. Ça, c'est vrai. Et c'est pour cela que nous appelons, nous l'avons toujours dit, la Constitution a prévu de mettre en place la décentralisation. Il faut développer des mécanismes fluides pour que la décentralisation soit effective dans notre pays. Si elle n'est pas effective, on aura toujours des problèmes. Parce que au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus continuer à centraliser les décisions. C'est incroyable. Les temps ont changé, le monde avance et le Cameroun aussi. Il faut changer de paradigme de réflexion en matière de gestion du pays. Pour nommer un directeur d'école, il faut que c'est très important. À Yaoundé, pour faire un table-banc, donc pour acheter les tables-bancs, ça se décide à Yaoundé. Vous avez vu ça dans Mais cela ne va pas se faire dans la violence. Dans quel pays vous avez déjà vu ça? Ils ont peur de perdre leurs privilèges, et c'est ce que vous avez dit. D'accord. Monsieur Moifo, vous voyez que vous nous rejoignez. Parce que par rapport à ce que vous venez de dire, je ne vais pas ajouter deux mots. Mais pour dire ça, on n'a pas besoin de violence. Voilà. Mais ça fait depuis, ça fait depuis, oui, bien sûr. Les centimes additionnels communaux, mais vous savez, non, écoutez, je ne veux pas transférer mes dossiers sur un plateau, mais je veux seulement indiquer que le débat qui a déclenché la crise anglophone est le débat sur la gouvernance, le mode de gouvernance au Cameroun. Vous avez raison quand vous dites que les gens ont peur de perdre leur position de privilège. Mais il faut commencer à faire des calculs également sur ces gens-là qui ont peur de perdre leur privilège. Ils sont combien par rapport à la population? C'est même qui? C'est qui d'abord? Voilà, c'est qui? Alors à partir de ce moment-là, vous pourrez agir en conséquence. Parce que le politique, ce n'est pas simplement de dénoncer, le politique, c'est vraiment de réfléchir sur les mécanismes pour identifier les auteurs de ces blocages-là. Aujourd'hui, quels sont les pôles sur lesquels il faut agir? C'est d'abord libérer les communes. Et pour libérer les communes, qu'est-ce qu'il faut? Il faut deux choses. C'est deux décisions. La première, c'est de supprimer les délégués de gouvernement. La seconde, c'est d'autoriser les communes à prélever directement les centimes additionnels. Ça implique quoi? Ça va impliquer la suppression du FECOM. Donc, effectivement, et si vous identifiez ceux qui ont intérêt à ce que ces deux décisions ne soient pas prises, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Mais il faut expliquer ça. Mais il faut expliquer. Puissants dans la négation. Mais qu'appelez-vous puissance? Vous savez, face au peuple, aucun individu n'est puissant. Il n'y a que les pouvoirs délégués qui sont puissants. Parce que lorsque le peuple assure son contrôle sur les dirigeants et les gouvernants à période prédéterminée, il doit vérifier que son mandat a été bien exécuté. La plupart du temps, nos partis politiques passent leur temps à faire ce qu'on a vu à l'Assemblée nationale, à faire du bruit pour qu'on voit qu'ils travaillent un peu. Mais le véritable travail consiste à réfléchir, comme vous venez de faire, sur les dysfonctionnements du système. Aller dénoncer durant leur mandat, on ne les entend pas. Moi, je n'ai pas vu beaucoup d'actions, par exemple, des mairies attachées à la délégation gouvernementale Douala, durant toute cette mandature, faire le travail que vous avez certainement fait, n'est-ce pas, en privé. Il faut mettre ça au bénéfice de vos collègues des autres mairies. Donc, par conséquent. Sortons des sujets techniques. Non, c'est important. C'est important, mais on en parle depuis tout à l'heure. Vous savez que les mairies souffrent. Hein, vous savez que le cœur de la crise anglophone, c'est le comportement de quelques individus qui ont refusé de mettre en application la Constitution de 1996. Si on avait mis en application la Constitution de 1996, on n'en serait pas là. Pas du tout. Il n'y aurait même pas eu de débat sur la question. Bien sûr. Et là, quand on en parle, c'est vrai que nous sommes dans un média où c'est l'audimat qui fait qu'on vous paye. Mais quand vous nous invitez pour débattre ces questions, permettez que nous puissions donner aux téléspectateurs des informations utiles à comprendre le pourquoi. Aujourd'hui, nous sommes un pays en guerre. Oui, pour ça, je dis tout à l'heure qu'il y a une géostratégie que nous n'intégrons pas. Lorsqu'il n'y a pas du Nigeria,
je pense que beaucoup de gens ont rigolé dans leur salon. C'est qu'il y a une stratégie globale, mondiale, pour contenir l'Afrique et la maintenir dans une situation de dépendance permanente. On ne peut pas en même temps dire que l'Afrique est l'avenir du monde et en même temps dire qu'on va continuer à nous aider alors que nous sommes le continent le plus riche de cette planète. D'accord. Ils nous appartiennent. Parlons également, toujours dans le cadre de cette crise anglophone, d'une arrestation. Oui. Voilà, j'y arrive enfin, qui a beaucoup fait parler, sujet qui vous intéressait déjà dès le début de cette émission, l'arrestation de l'écrivain Patrice Nganon. Comment, quelle est la lecture déjà que vous faites? C'est vrai qu'on a eu plus de précisions en fin de semaine, à savoir qu'il a tenté de menacer. Il a menacé de mort le président de la République. Mais est-ce que sur le dispositif de l'arrestation, en lui-même, on peut dire que les choses ont été respectées? Écoutez, moi j'ai une double lecture. La première lecture, elle va être strictement, j'allais dire, juridique. Je ne connais pas le dossier. Donc je n'entrerai pas dans le détail, ce n'est pas mon dossier. Les conditions dans lesquelles cet écrivain a été arrêté, en fait, au départ, moi j'ai lu le communiqué de son conseil, qu'il a indiqué qu'il était retenu pour des questions liées à un outrage au président de la République. Exactement. En même temps, j'ai lu la démarche de M. Dogali qui a publié son article dans Jeune Afrique, et puis après, je suis allé vérifier sur, n'est-ce pas, le post Facebook de l'intéressé, et j'ai lu une déclaration qui m'a fait peur. Oui. Voyez-vous, il y a la provocation que tout le monde peut accepter. Il y a les dénonciations. Il y a parfois des outrances que le débat contradictoire autorise. Ce monsieur a fait le tour des deux provinces. J'ai lu ce texte très documenté, très, très riche. Le texte qu'il a publié dans Jeune Afrique. Maintenant, sur le chemin du retour, c'est ce qu'il dit. À Yaoundé, étant à Yaoundé, il a lancé un défi au président de la République. Il a dit que s'il était en face du président de la République et s'il avait une arme, il lui mettrait une balle en plein front. C'est clair. Et il dit que cette menace-là, il ne la prononce pas qu'à Yaoundé, qu'il a fait devant la Maison-Blanche et qu'il a fait à Paris. Et il ajoute, et c'est ce qui m'a fait peur quand même, que si le mis en cause avait, et les téléspectateurs me pardonneront, mais je ne peux pas changer le mot, s'il avait des couilles, c'est dans le texte, qu'il vienne l'interpeller. Donc, j'ai dit, même dans une république... Dans un no man's land. Sauf que c'est de l'art. Dans une république imaginaire. Il vous dira, et d'ailleurs, il a dit, c'est de l'art, il y a beaucoup de style. Il y a beaucoup de style à l'intérieur. Madame Kate, je vais dire que je vais... Il n'a pas été à l'école pour ça, là. Je vais me prononcer à deux niveaux. Donc, sur le plan strictement juridique, je vous le dis simplement, il y a de quoi le rechercher et l'entendre. Maintenant, sur le plan de l'opportunité et sur le plan politique, je voudrais invoquer quand même un cas similaire dans un pays que nous citons souvent comme un modèle de démocratie. Voyez-vous, au cours de la préparation du 14 juillet, du premier 14 juillet du président Macron, il y a un citoyen français de 23 ans qui a fait une déclaration moins forte que celle-là, mais où il disait qu'il menaçait le président de la République qui va chercher, n'est-ce pas, à en finir avec lui le jour du 14 juillet. Tous les services de renseignement de France et de Navarre se sont mis à la recherche de ce monsieur. Et le 28 juin, c'est-à-dire quelques semaines, 2 semaines avant les cérémonies du 14 juillet, il a été appréhendé, entendu par la police, déféré devant le juge d'instruction l'a interrogé, et ce monsieur a confirmé qu'effectivement il a dit cela. Il est aujourd'hui écroué. Donc par conséquent, faisons attention. Vous savez, la violence, ce n'est pas simplement le fait de donner des coups. Mais les menaces de mort sur un individu, fut-il président de la République, si ça n'entraîne pas de conséquences, ça veut dire que nous acceptons que dans notre société, chacun se fasse justice. Vous ne pouvez pas. Parce que vous êtes écrivain. J'ai lu le post de Dogali qui disait qu'en fait, il a comme le sentiment qu'il est en train de préparer le scénario de son prochain ouvrage. Et qui d'ailleurs, il lui dit déjà qu'il est preneur. Donc, on voit dans tout cela qu'il y a tout un mécanisme commercial qui est mis en place. C'est une mise en scène. C'est une mise en scène. Et je dis que ce n'est pas tolérable en République qu'un citoyen, fût-il américain d'adoption, vienne au Cameroun
se comporter comme ça vis-à-vis du président. Très bien. Merci à vous, Charles Chougan. Je me tourne à présent vers vous, professeur Doukaï, avant de revenir à Faustin Djikam. Vous avez également suivi cette actualité. Par quel bout décidez-vous de la prendre? Ben, vous voyez, c'est l'image du noir dans l'art occidental. Ça veut dire que nous-mêmes, nous commençons à haïr l'Afrique. Nous commençons à haïr l'Afrique. Parce que quand on dit que voilà, les Africains sont de corrompus, ben, tout le monde est d'accord qu'on est de corrompus. Nous-mêmes, on est d'accord qu'on est de corrompus. Mais je vais vous donner une petite image. Prenons le franc CFA. Avant la dévaluation, beaucoup de mes amis qui sont rentrés de France gagnaient 300 000 francs. C'est-à-dire 600 000 francs aujourd'hui. Tous, ils gagnaient là-dedans. Et puis tout d'un coup, avec le rapport avec le Nigeria toujours, un rapport, et puis le dollar, les Français ont décidé qu'il fallait dévaluer le franc CFA. C'est-à-dire du jour au lendemain, ils se sont retrouvés de 600 000 francs à 300 000 francs CFA. Ça allait encore, puisqu'on pouvait encore nager ici. Et tout d'un coup, la Banque mondiale, ils disent c'est pas possible. On passe de 300 000 francs à 80 000 francs CFA. Et tout cela tous les 4 ans, tous les 4 mois. On ne gagnait pas immédiatement, on ne gagnait pas 4 mois. Moi, j'ai des amis français ici, ils sont venus me voir en France, ils disent mais comment vous faites? Ils étaient paniqués. Ils pensaient qu'on allait avoir une révolution. Et le Camerounais allait travailler normalement avec sa cravate tous les jours au travail. Avec dignité. Mais en France, c'est pas possible. Entre guillemets. Entre guillemets. Mais j'ai vu des déstabilisations dans les sociétés. Le mari rentrait tard dans la nuit parce qu'il savait que le matin, il ne pouvait plus assumer et tout. Mais ça s'est passé. C'est vrai, c'est vrai. Il y en a qui sont retournés dans leur village. Il y en a même qui sont retournés dans leur village. Qui ont fui la famille. Qui ont fui la famille. Mais ce n'est pas fini. Puisque de 80 000 francs, on est peut-être à 180 000 francs, 200 000 francs. Et on parle de corrompus. Alors, vous voyez déjà d'où on en sort. Moi, je pense parce que je suis étonné que ça tienne. Parce que si c'était ça en Europe, je vous assure qu'il y aurait déjà la révolution. Donc, je me pose la question, qui est corrompu ou pas? Alors, quand un écrivain, parce que ce n'est pas l'homme, ce n'est pas le président bien qu'on voit, c'est le symbole. C'est le symbole d'un État camerounais qui s'est battu. Ces gens-là, on ne les a pas donné l'indépendance. Ce sont des gens qui sont battus, ils sont indépendants. Et on tient quelque part. On n'est pas d'accord. Bien sûr, contre, il faut ne pas d'accord, puisqu'il faut des idées nouvelles. Mais quand même, moi, je ne comprends pas. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Quand je répète que nous sommes vraiment déstabilisés, le Cameroun est en guerre. Quand un pays est en guerre, promet d'abord unité nationale, d'abord. Quoi que ce soit unité nationale. Parce que le problème des anglophones, on a raté justement, ce problème-là de la décentralisation. Tout le monde pensait que, ok, ils ont soulevé ça, et on allait s'engouffrer. Mais tout d'un coup, ils parlent de la déstabilisation, et ils passent au socialisme. On a vu que c'était la politique. Donc, ça veut dire que nos antagonismes entre nous, toi et ton mari, quand vous avez des problèmes, quelqu'un vient de voir, il dit que non, il couche avec celui-ci, vous notez. Nous sommes, il y a des enfants qui nous écoutent à la maison. Ben oui, je donne un exemple comment nous pouvons être manipulés comme des enfants, et à partir des vraies raisons de la décentralisation, on commence à se faire la guerre comme on le fait au Parlement. Merci. Professeur, oui, Faustin Djikam. Oui, ben je voulais juste, je ne vais pas revenir sur tout ce que mes prédécesseurs ont dit concernant M. Ngana, mais simplement pour indiquer que le président de la République, c'est le garant de toutes les institutions républicaines. C'est un symbole, comme l'a dit le professeur tout à l'heure. Et nulle part, vous ne pouvez avoir de tels propos sur un chef d'État et que tous les autres services se taisent et vous regardent au nom de la démocratie. Je vais vous prendre un exemple simple. Dans le Mississippi, aux États-Unis, où il vit, il y a un jeune Américain, qui a eu des propos moins violents que les siens sur le président Barack Obama. Il est encore en prison jusqu'aujourd'hui. Voyez-vous? Donc, M. Ngana devrait simplement répondre de ses actes devant la loi et au besoin demander pardon à la Mais est-ce qu'on ne lui a pas donné exactement ce qu'il était en train de rechercher? Parce que quand on écoute l'analyse aujourd'hui du professeur Charles Chougan, on a l'impression que c'est une mise en scène qui est orchestrée. Oh, il recherchait quoi? On recherche quoi? Tout cet art-là, c'est de l'activisme inutile. Voyez-vous? Monsieur Ouafoko, voilà, aurait pu aussi s'installer aux États-Unis et avoir des propos pareils, ainsi de suite, n'est-ce pas? Mais il a choisi de rester ici au Cameroun et parler des affaires du Cameroun au Cameroun, d'être au fait de ce qui se passe au Cameroun et en parler avec autorité. Lorsque vous avez quitté le pays
et que vous avez pris une autre nationalité, vous vous installez ailleurs, vous regardez le Cameroun dans un rétroviseur, vous parlez des choses superficielles, alors que vous ne vivez pas ici. Lorsque vous y arrivez, il y a de fortes chances que vous vous comportez comme si vous étiez là où vous vivez. Mais il faut faire attention. Le Cameroun est un pays jeune. Que ce soit sur le plan de la démocratie, que sur le plan même de son vécu quotidien, le Cameroun est encore jeune. On ne peut pas comparer le niveau de démocratie des États-Unis au niveau de démocratie au Cameroun et dire que oui, parce que devant la Maison Blanche, il y a des gens qui viennent s'aligner tous les jours et insultent le président Trump, disent n'importe quoi de lui et qu'on ne fait rien, qu'on peut aussi le faire au Cameroun, que non. Je crois que si les États-Unis ont atteint le niveau de démocratie qu'ils ont atteint aujourd'hui, ils ont pris des siècles. Laissez-nous le temps et qu'on avance sereinement. Éduquons les gens. Nous ne pouvons pas accepter qu'un écrivain, un érudit comme celui-là, puisse tenir des propos pareils sur la toile et que nos enfants lisent. Nous avons aussi une mission d'éducation. Nous devons apprendre aux générations qui viennent que demain, même quand ça ne sera pas le président Biya qui ne sera pas là, quand ça sera peut-être Ndamjoya ou bien Fundi et autres, à partir du moment où ils sont chefs d'État, ils représentent l'institution Cameroun. Et à ce niveau, nous devons leur devoir le respect qui leur est cher. Jean-Robert Wafo, votre dernière prise de parole. Je voulais dire un mot sur ce point pour dire que, observez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Il n'y a plus de frontières. Vous savez, les fatwas s'exécutent partout. Je vous parle d'un écrivain célèbre contre lequel il y a eu une fatwa et il est toujours recherché. Il y a quelques jours au Yémen, l'ancien président du Yémen a fait une déclaration par changement d'alliance. Il y a une fatwa qui a été lancée sur lui. Deux jours après, les citoyens l'ont recherché, ont encerclé sa maison et l'ont tué. Donc c'est pour dire que l'appel au meurtre, c'est même plus grave que la personne qui appuie sur la gâchette. Parce que vous ne savez pas, dans un autre contexte, ça peut vouloir dire, ben, c'est l'objectif de déterminer, celui qui peut, qu'il le fasse. Lorsque nous avons dans ce pays un conflit avec Boko Haram, où nous avons nos adversaires comme le Tchekao, qui a lancé un appel, n'est-ce pas, à l'assassinat du président de la République, et qu'un citoyen qui n'a pas de souci à personne, fasse la même chose, mais le véhicule précoce peut se lever un matin et dire, bon, comme j'ai perdu mon travail, comme j'ai divorcé, comme je n'ai plus d'espérance, ma seule façon de montrer, n'est-ce pas, ma colère, c'est de rechercher le président et de l'assassiner. Ça, c'est pas grave. Vous savez, vous ne pouvez jamais savoir ce que le citoyen que vous rencontrez dans la rue a comme problème. C'est ça. Comme disait le professeur tout à l'heure, nous sommes un pays d'hommes dignes. Même quand nous souffrons, nous essayons de faire croire que tout va bien. Mais à un moment donné, cette cocotte minute-là, elle va exploser. Alors, Jean-Robert Wafo, votre dernière prise de parole sur la question. Aujourd'hui, beaucoup de personnes... C'est la première prise, d'ailleurs. Sur le sujet anglophone, sur la crise anglophone, c'est votre dernière prise de parole. Exactement. Vous avez pris beaucoup de temps, mais c'est votre dernière prise de parole d'ailleurs sur la question. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont d'accord quand même pour dire que Patrice Nganon n'a pas été arrêté pour ses publications Facebook, parce que ces publications, il en fait depuis longtemps, mais plutôt par rapport à l'article qui est paru dans le Jeune Afrique. Non, j'ai pu entendre que... Ce serait cet article, de toutes les façons, qui aurait incité à son arrestation. Non, j'ai lu un peu, on a fait état de ce que c'est parce qu'il rencontre le président de la République. Il va le buter. Il va le buter. Non, pour moi, qui lit souvent, n'est-ce pas, les posts de Patrice Nganon. Patrice Nganon, il a un style impertinent, un style iconoclaste, tranchant. Bon, c'est comme ça qu'il est. C'est-à-dire que, bon, heureusement que Maître me rassure là, parce qu'il donne donc une autre information comme quoi c'est la mise en scène d'un film qui va donc paraître demain. Non, bon, et je crois plus en ça. C'est-à-dire que, parce que vous ne pouvez pas tenir des propos, c'est-à-dire que, pareil, si vous croyez en ces propos, vous ne pouvez pas venir dans le pays, donc au Cameroun. Vous allez donc dans les deux régions, nord-ouest et du sud-ouest, vous rentrez à Yaoundé. Pendant que vous allez au nord-ouest ou le sud, vous dites je suis dans le nord-ouest, je suis sur tel endroit. À Yaoundé, vous dites je suis à Yaoundé et vous publiez ça. Non, il faut vraiment prendre ça comme une mise en scène, bon, comme une petite plaisanterie. Parce que je ne vois pas. La preuve c'est quoi? C'est qu'il est parti.
puisqu'on l'a pris à l'aéroport sans armes. Alors, on aurait pu le pister pour savoir si ce qu'il dit est sérieux, s'il dispose par exemple d'armes à feu, parce que partout où il passait, il disait où il était, et certainement, n'est-ce pas, les renseignements généraux le pistaient. Donc, je pense pour ma part que c'est une arrestation qui aurait dû ne pas se faire. Et puis bon, puisque j'ai observé que... Monsieur Mwafo, vous avez décidément beaucoup de liberté avec la violence. Hein? Non, je suis d'accord. Non, je suis désolé, maître. Maître, je connais le style. Quand vous connaissez donc le style de quelqu'un, c'est comme en France, il y avait un certain Jean-Eden Allier. Voilà, tout à fait. Il a bien fait la justice de son pays. Voilà. Je dis. Donc, laissez Ghana répondre de ses forfaits devant la loi. Je ne vois pas comment il peut attenter à la vie du chef d'État. Moi, je suis un républicain. Nous l'avons dit dans notre parti. Vous savez comment le Guerre mondiale statut, il n'y a pas de plaisanterie avec le chef pas avoir d'État. d'élection. Donc je dis, c'est son style. Et qui répond alors? Comme une plaisanterie, n'est-ce pas, de mauvais goût, mais c'est quand même une plaisanterie. Mais monsieur Mwafo, nous avons été... Donc je pense pour ma part que... Bon, on n'a pas besoin de ça. Parce qu'immédiatement après, il y a eu une pétition qui a été lancée. C'est pour ça que tout le monde est en train de parler de la mise en scène. On a eu l'impression... Non, je trouve... Pour ma part, je pense que... Pour une fois, je pense à défense. Permettez qu'il termine. C'est un dossier. Et bon, l'État a des moyens, n'est-ce pas, de le pister. Voilà, c'est tout. Et puis, il peut y avoir même une collaboration entre les services secrets camerounais et puis bon, américains. Mais pour moi, connaissant, n'est-ce pas, le style de l'homme, parfois un peu fougueux, parfois un peu... On aurait dû ne pas s'attarder sur cette publication. D'autant plus qu'il entre déjà dans l'avion de Kenya Airways pour partir. Voilà. Ce n'est pas un humoriste. Monsieur Mwafo, c'est un écrivain. C'est un écrivain, c'est ce que je dis. Bon, moi, je ne sais pas quel type de société. Je crois que c'est ça la fonction première d'un parti politique. Vous proposez aux Camerounais. Je ne sais pas si vous êtes en train de dire que parce qu'il est un iconoclaste, un auteur impertinent, il a le droit de menacer de mort un citoyen camerounais. C'est comme ça que je regarde le président. En plus de son statut, je dis, est-ce que vous trouvez normal qu'un autre citoyen camerounais puisse se lever un matin, dire à son voisin, le jour où je pourrai, je vais vous tuer. Et qu'on laisse ce monsieur tranquille. Parce qu'en fin de compte, les limites de la démocratie sont celles-là. Votre liberté s'arrête là où commence la mienne. Et je dis, sur le droit à la vie, car c'est un droit constitutionnellement protégé, sur le droit à la vie, à partir du moment où tu menaces le droit à la vie de notre citoyen, on doit te stopper. En tout cas, il faut au moins qu'ils soient entendus sur les motivations de ces déclarations. Je trouve scandaleux que des intellectuels lancent des appels. Vous savez qu'on ne fera pas le procès, n'est-ce pas, d'être un complice de quel pouvoir. Je dis que je trouve scandaleux que des intellectuels se réveillent, lancent des pétitions pour dire qu'il faut qu'on le libère parce qu'il n'a pas entendu tuer le président. Attendons voir ce qu'il va déclarer dans ses procédures. J'ai indiqué que je n'entre pas dans les débats. Moi, j'ai lu la déclaration de son avocat. Je m'en tenais à la déclaration des avocats lorsque moi j'ai découvert son poste. Son poste allait au-delà. C'était les dernières prises de parole sur la question. Vous et moi qui sommes des citoyens ordinaires, hein, qui faisons le tour de ce pays, partout, on passe partout. Quand quelqu'un nous menace de mort seulement dans la rue, dans les minutes qui suivent, on est au commissariat. Est-ce que ce n'est pas vrai? Donc, laissons M. Ngana répondre. On sort du sujet, messieurs. Sortons du sujet, M. Wafo. On va passer à la deuxième thématique de cette émission. On va passer à la deuxième thématique. M. Wafo. Quand vous serez ministre de l'Information et de la Culture du SDF, lorsqu'on vous menacera de mort, abstenez-vous de m'appeler. Parce que c'est pour lui d'abord, c'est un ennemi. Il aimerait voir Ouniobé ou bien Dolomangabel, il revoit quelque chose, ou une case Bamideke, ou quelque chose qui lui rappelle ce qu'il est. C'est inconscient, ça veut dire ne demandez pas à tout le monde. Ce que veut faire la ville de Douala, c'est bien, mais peut-être qu'il y aurait créé un musée ou tout ça, mais quand vous mettez ça dans un espace, dans un carrefour comme ça, même si c'est pour demander pardon, parce que c'est ça en fait de compte. Même si c'est pour demander pardon, c'était trop violent pour nous, pour certains Camerounais, ils trouvent que non. Il faut enfin que les images collectives de notre société nous reviennent. Quand vous allez à Paris,
à l'aéroport Charles, vous voyez, aéroport Charles de Gaulle. C'est qui? De Gaulle, c'est qui? Ah non, c'est celui qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale, qui nous a chassés contre la barbarie. Quand vous prenez le métro, Père-Lachaise, toutes les stations sont historiques. Toutes les rues vous rappellent qui vous êtes. C'est ça une nation? Une nation, ça se construit toujours par le passé sur le rapport. Nous, on essaie de construire des nations en disant 3 morts, 2 morts, Carrefour, Tif. C'est fou, caca. C'est parce que c'est ça normal. Pourtant, c'est important. Donc, il est vraiment important que l'art revienne vraiment dans notre société, mais que cet art-là soit un rappel collectif de ce que nous sommes. Je crois que c'est ça le problème. Maître, on parle d'une œuvre qui avait pour but, je l'ai déjà d'ailleurs dit en tout début, d'embellir la ville de Douala, de lui donner une autre image. D'accord, l'œuvre représentait l'artiste elle-même, Sylvie Blocher, tenant en la main une sorte de pancarte sur laquelle on peut lire « Bien que je n'en ai pas le droit, je vous présente mes excuses ». Pourquoi les Camerounais s'en sont autant pris à l'artiste avec une attitude qui, à la limite, frisait la violence? Voyez-vous, sur ce point-là, je vais marquer un désaccord radical avec le professeur pour indiquer que, voilà, ce que j'appelle une œuvre d'art qui portait un message politique. La réaction quand vous dites le peuple camerounais, je voudrais bien... Une partie de la population présente. Ceux qui étaient là-bas. Oui. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris. Parce qu'ils vivent dans un désert culturel. Vous comprenez? Ce n'est pas une réaction... Quand le professeur dit, il voit le blanc, c'est vrai, mais ça c'est aussi au premier degré. Mais si nous n'avons pas, dans la ville de Douala, vous n'avez pas de salle de cinéma. Centre de lecture, rien. Vous n'avez pas de théâtre, de culture. Vous n'avez pas un lieu où on peut aller lire. S'instruire. Bien entendu. Ça n'existe pas. C'est pour dire que c'est ce désert culturel-là qui fait que le Végan Pécous a regardé cette statue comme une provocation. Mais au fond, c'est l'ignorance qui est la cause de tous nos malheurs. C'est écrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, des droits des citoyens. L'ignorance est la cause de tous des malheurs des peuples. C'est parce qu'ils ne savent pas. Et j'ai envie de dire comme Jésus, Père, pardonne-leur parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Parce que c'est une destruction à la limite culturelle qui montre que l'histoire du Cameroun n'est même pas connue ni maîtrisée. On aurait dû s'interroger. Au moment où cette stèle est posée, quel était son message? C'est cette revendication permanente des peuples africains vis-à-vis de l'esclavage d'abord, vis-à-vis de la colonisation, vis-à-vis du pillage de nos œuvres culturelles. J'ai entendu M. Macron dire l'autre jour en Algérie, 37 ou 47 crânes. C'est-à-dire qu'on a tué des insurgés algériens, on a coupé leur tête, et leur tête est exposée dans un musée à Paris. C'est quand même surréaliste qu'en 2017, quand le chef d'État français songe à restituer cette relique qui représente, n'est-ce pas, le mouvement révolutionnaire, n'est-ce pas, algérien. Cette dame que je ne connais pas, mais que je veux défendre ici, sur votre plateau, elle a voulu exprimer la réalité qu'elle vit et l'exigence morale de ces pilleurs de l'Afrique à présenter à l'Afrique leurs excuses pour tous les crimes contre l'humanité causés contre le peuple africain. Je crois que c'était ça son message. Je ne suis pas mandaté, mais je vous demande quand même pardon pour tous les miens. Au nom de tous les miens, je vous demande pardon. C'est comme ça que j'ai perçu cela. Bon, ces actes de violence physique expriment, comme je vous l'ai indiqué, l'ignorance des uns et des autres sur le fond du message. Oui, maître, je suis d'accord avec vous, mais il faut comprendre que on n'est pas obligé, quand vous amenez du caviar à un peuple qui n'en a pas l'habitude, ne croyez pas qu'il va le prendre. Ça veut dire que ce n'est pas en forçant ça pour dire que non, le peuple camerounais n'est pas inculte, puisqu'il a une mémoire collective. Vous savez, c'est un peu comme le débat qu'il y a eu à Ouagadougou entre le président Macron et cette jeune fille. Oui, mais... Parce qu'ils sont venus climatiser l'amphithéâtre, et le président Macron devait inaugurer le lendemain la plus grosse centrale solaire, n'est-ce pas, de l'Afrique de l'Ouest. Et cette fille, elle s'est demandé, comme vous inaugurez la centrale demain, est-ce que nous, on va profiter, n'est-ce pas, par la climatisation de notre amphi? Il a donné la réponse du berger à la bergère. En disant que c'est le président qui doit... Ce n'est pas à moi de mettre la climatisation dans vos amphis, c'est au président, c'est à votre président.
Et je dis, je fais la parenthèse pour vous renvoyer à la même boutade. Oui. Il n'appartient pas, n'est-ce pas, à l'Occident de venir cultiver nos peuples et de reconstruire la mémoire collective oubliée. Mais justement, c'est pour ça que il faut comprendre qu'on ne peut pas venir... Est-ce que vous savez que dans nos livres d'histoire, je suis d'accord avec vous, que nous avons échoué au point de vue historique. Il faut, parce que nous formons des gens qui vont aller plutôt travailler en Europe qu'ici. C'est pour ça que nous, on appelle ça une rupture épistémologique. C'est-à-dire qu'il faut que les classiques africains rentrent dans nos études. Ça, c'est le problème. Mais ceci dit, moi, je suis d'accord avec Sylvie, je comprends très bien ce qu'elle veut faire, mais ce n'est pas le bon moment au bon endroit. Ça aussi, il faut comprendre. Il n'est jamais le bon moment pour rompre avec les habitudes. Non, parce qu'il faut un respect que quand un peuple a été blessé, humilié... Il y a des méthodes. Il y a des méthodes, il y a une approche. On n'est pas des enfants. Il faut comprendre, vous parlez de quoi? De la culture? Vous connaissez la sculpture, le Bamileke, la sculpture Fumba, la sculpture africaine, sur lesquelles tous les grands se sont inspirés. Non, ne dites pas on est cultivé. Non, mais aujourd'hui, quand on parle de sculpture, de peinture, ils sont là même à Douala. C'est les meilleurs même de l'Afrique qui sortent. Mais pourquoi on ne vous a pas vu là-bas? Attendez. Moi, je peux être partout, d'abord ailleurs. Et secondo, je n'ai pas de problème avec Sylvie. Au contraire, je dis que ce n'est pas au bon moment, au bon endroit. L'idée est très bonne. Encore, nous, on la prend très bien parce que ça veut dire que, est-ce que l'avenir entre les peuples européens et africains serait, comme ils disent, nous, on l'espère beaucoup, même si on soupçonne, mais ce n'est pas au bon moment, au bon endroit. Merci, professeur. On va lancer sur cette thématique, justement, Faustin Ndjikam qui s'impatiente, afin qu'il nous donne son point de vue. Par quel bout décidez-vous de prendre cette affaire, le complexe du colonisé aussi, ou alors tout simplement de l'apprendre, comme maître Charles Chougon ce matin, en disant c'est une œuvre d'art qui aurait mérité qu'on l'accueille bien? C'est ce que j'allais dire à l'instant, qu'il faut sortir de cette colonisation mentale qui nous habite inutilement. Il y a une image qui m'a frappé cette semaine. Au courant de cette semaine, nous avons perdu 3 artistes de renom. Barga Soukous, Essama Élysée et Vincent Guigny. Je n'ai vu personne. Absolument. Oui, Vincent Guigny est mort, monsieur. Alors, je n'ai pas vu une mobilisation des Camerounais. Un des meilleurs guitaristes comme du ils monde. se sont mobilisés au courant de la semaine dans les médias pour Johnny Hallyday. J'ai même vu des chaînes de télévision dans notre pays prendre le direct des festivités, des obsèques de Johnny Hallyday, place de la Madeleine à Paris. Voyez-vous, ce complexe du colonisé qui nous habite, où il est plus facile pour nous de parler de Johnny Hallyday, de le vanter, de dire comment on aimait sa musique. Moi, je ne connais pas un seul titre de la musique, je le dis honnêtement, de Johnny Hallyday, que de parler de nous-mêmes et la traduction de ce que nous vivons là dans la rue. Cette dame, elle venait passer un message, qui était même un message qui nous intéressait, qui était un message qui nous concernait. Mais pas le simple fait que ce message qui est important pour nous soit porté par une femme blanche. Nos frères et sœurs qui étaient là en ce moment n'ont pas voulu savoir ce qui était écrit, n'ont pas voulu savoir ce qu'il y avait dans le message. Ils ont plutôt vu une autre blanche vient faire quoi ici. Simplement parce que nous autres, nous qui gouvernons notre pays, nous qui gérons au quotidien notre culture, nous avons échoué. Nous avons échoué parce que, comme que ce soit ici, au Cameroun, ou en Europe, vous irez à Paris, vous allez rencontrer des rues qui ont des noms de baptême d'Africains. Vous irez à Toulouse, vous allez voir qu'il y a une rue qui porte le nom de Moumié, qui était camerounais. Donc, cela veut dire que quoi? Cela veut dire simplement que nous devons plutôt rechercher à avoir des symboles que nous devons enseigner à nos enfants qui nous intéressent. L'histoire de notre pays doit être aussi lue à travers ces symboles. Et c'est ce qui n'est pas fait. C'est pour ça que les gens s'énervent. Au point où, même quand une blanche qui n'a rien à voir avec nos batailles au quotidien vient avec un message qui nous intéresse, on pense plutôt qu'elle vient prolonger la colonisation que nos aînés nous enseignent en installant un peu partout dans le pays des masques et des statues d'Européens qui ne nous intéressent presque pas. Voilà le problème. D'accord. Jean-Robert Wafo, il y a également que ces stèles, et on est en train de le constater avec les analyses des uns et des autres sur ce plateau, vient rouvrir un débat qui est vieux comme l'indépendance, celui de la valorisation des figures camerounaises en territoire camerounais. Et à titre de rappel,
il y a quelques mois, André Blaise Essama avait érigé à ce même endroit une statue de Django Foncha qui avait été démontée par les forces de maintien de l'ordre. Est-ce que cela pourrait justifier un tout petit peu le comportement des Camerounais qui étaient présents à cette inauguration? Oui, c'est cette injustice-là. Cette injustice-là peut donc justifier cela. Je partage, n'est-ce pas, le point de vue qui vient d'être exprimé par Faustin Djekam et M. le bâtonnier. Il faut regarder le message plutôt que le messager. Voilà. Elle est venue, elle s'est indignée du fait que la France n'a pas encore demandé pardon, officiellement. Et donc voilà, parce que pour qui la connaît, c'est une militante de gauche. C'est une militante de gauche. Et elle a lors d'une exposition à Marseille, il y a des gens du Front National, les Front National qui étaient venus carrément saccager son exposition, tout simplement parce qu'elle demandait à la France, n'est-ce pas, donc des réparations vis-à-vis des Africains. Bon. Le problème de... la stèle? Le problème de Essama, c'est-à-dire que je le comprends bien. Parce que vous ne pouvez pas venir vous déposer une stèle de Django Foncha, on retire et on permet que soit installée une stèle de personnes. De personnes. C'est-à-dire que c'est ça qui est révoltant. Il n'y a pas qu'ici qui l'a fait, même à la place du gouvernement, il l'a fait plusieurs fois. Il a même écrit au délégué du gouvernement pour dire, mais vous avez quoi pour rebaptiser les rues? Et d'ailleurs, il lui a proposé des statues en bronze qui avaient déjà été conçues. Oui, je tiens même à rappeler que ça fait au moins, au minimum, 7, 8 ou 9 ans qu'il y a une commission là, la communauté, même qu'on appelle ces commissions, qui a pour rôle, n'est-ce pas, d'étudier, de proposer des noms. Donc des noms camerounais à certaines rues, à certains endroits. Jusqu'aujourd'hui, cette commission budgétivore, on ne voit pas le résultat. C'est de ça qu'il est question. Donc, je dis, Sylvie Brochet, l'écrivain, on ne doit pas s'attaquer à elle. Et je comprends pourquoi les gens, à un moment donné, refusent même qu'on parle de la réparation. Parce qu'il y en a qui sont encore en vie et qui n'ont pas intérêt qu'il y ait des classifications des archives. Il faut le savoir. Bon, maintenant, mais elles sont acquises pour le Cameroun. Le président François Hollande avait déclassifié les archives pour ce qui concerne le Cameroun. C'est acté. Pourquoi on ne rend pas ça public? Mais c'est public. Si vous allez à la Bibliothèque de France, si vous allez à la Bibliothèque des Armées, si vous allez à la Bibliothèque du Quai d'Orsay, vous avez ces archives-là qui sont disponibles. En tout cas, tous les chercheurs qui sont intéressés par cette affaire, moi je m'intéresse. Il faut commencer à intéresser. Je suis d'accord. Je dis, vous, et vous renforcez même mon idée. C'est-à-dire qu'il y a des Camerounais ici qui ont été des acteurs des atrocités ou alors des complices qui n'ont pas intérêt que soient divulguées, n'est-ce pas, ces archives qui pourtant sont publiées là-bas en France. C'est de ça qu'il est question. Donc, vous voyez, cette injustice, ça peut justifier même le geste de M. Essama, mais on ne peut pas comprendre que juste parce que on a vu, n'est-ce pas, une femme blanche, donc l'image d'une femme blanche qu'on vient enlever. Non, le problème de M. Essama, je suppose, bref, je conjecture que son problème, c'est l'injustice qu'il a, c'est l'injustice qu'il subit. Il propose une stèle à la mémoire de nos héros, la communauté urbaine détruite, et accepte et permet que quelqu'un d'autre... Pour moi, ce n'est pas cette dame qui est là qui cause problème. Parce que moi, comme je l'ai dit, je regarde le message plutôt que le messager. Mais c'est l'injustice subie par André Blaise Essama qui l'a courroucé. Mais quel est ce pays où... Je demandais tantôt si le ministère des Arts et de la Culture existe, parce que moi, quand je prends le budget de l'État, souvent, bon, était-ce la meilleure réaction? Professeur, il y a que aujourd'hui, il y a que aujourd'hui, beaucoup de Camerounais sont d'accord pour dire qu'il y a une volonté politique de rendre les Camerounais amnésiques.
D'ailleurs, on faisait le constat ici tout à l'heure, les rues, les grands carrefours de la ville de Douala, par exemple, portent toujours certains grands carrefours, il faut le préciser, parce qu'il y en a qui sont également à l'image des Camerounais. Même les lycées. Il n'y a que des carrefours, des grandes représentations qui portent les noms de ces personnes qui ont pourtant été considérées comme ayant joué un mauvais rôle dans l'histoire du Cameroun. Est-ce qu'aujourd'hui, les politiciens, et même, on va le dire, l'instance dirigeante du pays, n'a pas pour vocation, ou ne s'est pas inscrit dans celle de, justement, faire oublier l'histoire du Cameroun? Ben, il ne faut pas être très surpris. Je voudrais dire que nos manuels scolaires, on connaît Napoléon, on connaît Louis XIV, mais on ne connaît pas beaucoup. Parce qu'on a toujours pensé d'abord aussi, c'est que le noir n'a pas d'histoire. C'est d'abord ça. Moi-même, je suis resté plus d'une vingtaine d'années en Europe, en France. Je n'ai pas vu une image positive de l'Afrique à la télévision française. Je n'ai pas vu une seule image. Si une fois, un certain Surion d'Antenne 2 est parti au Nigeria pour filmer, il y avait, j'étais aussi passé au Obasanjo, un des présidents qui est décédé aujourd'hui, qui avait donc un avion personnel avec 2 Allemands qui voyageaient. On voyait des autoroutes, pour la première fois en Afrique, des autoroutes à 4 routes qui passaient. Ça a choqué. Ça a choqué la France. On a écrit que, mais qu'est-ce que vous nous montrez? On a toujours envie, on voit l'Afrique toujours avec le gros ventre, des enfants malades, de la corruption, de la guerre incessante, le sida et tout. Mais même beaucoup de mes confrères, ils me demandent, mais comment tu peux rentrer dans notre pays? Ils pensent que je vis dans les arbres. Mais oui, beaucoup d'Américains pensent, j'ai même vu un Allemand. L'Afrique est d'ailleurs encore un pays, hein. Ah ben oui, pas un j'ai vu un Allemand là, en Afrique. Un Allemand, ah quoi? Il dit, il y a des embouteillages au Cameroun? Oui. Il y a des embouteillages quand même parce que l'idée... Il faut le mettre sur... ben oui, l'idée moyenne d'un Européen, c'est que nous, on vit encore dans... Donc, c'est pour ça, donc, ce n'est pas simplement le gouvernement, c'est nous tous. Nous avons un effort à faire sur compte que l'Afrique, c'est pas ça. Quand les gens, le job dit que nous venons d'une grande civilisation, l'Égypte pharaonique et tout, c'est pas simplement pour montrer que, voilà, nous aussi... Non, mais on a fait. Puisque eux aussi se rapprochent de la Grèce, de Rome. Mais ce pays, ça a été fait. Quand nous allons dans les pays de l'Ouest, de l'Est, nous qui sommes d'égyptologues, nous voyons encore cette civilisation vivante. Peut-être encore encadrée, mais elle est là, présente. Alors il faut faire donc une renaissance. Avec la technologie nouvelle, nous pouvons, c'est quoi? C'est simplement entrer cette civilisation dans nos études, comme l'ont fait les Européens. Quand on parle de renaissance européenne, c'est rien du tout. On était avant, ils avaient des serfs de Moyen-Âge et tout. Tout d'un coup, ils ont dit, on a des maires. On a des préfets, on a des votes, on vote plus. Tout d'un coup, ils ont changé le valeur du monde. Imaginons alors un peu, si nous aussi on pouvait bon, je ne vais pas le dire en public, mais voilà l'ambition pour nous, c'est faire une renaissance africaine. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui... Atier ne vende pas les livres avec la mafia. Maître Tchougo, quel est l'impact qu'une telle action, l'action menée par les Camerounais, c'était jeudi, peut avoir sur les relations entre la France et le Cameroun? Parce qu'on a vu un Mondo Vision et ça m'a aidé de quelques Camerounais en train de démonter la stèle. Est-ce que cela pourra avoir des répercussions aujourd'hui sur la relation Cameroun-France? Je lis cette action en relation avec une autre qui a eu lieu, n'est-ce pas, au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Lorsque vous vous souvenez, quelques journalistes dont Thierry Ngonga avait organisé la marche contre Boko Haram. Et l'ambassadrice de France de l'époque était venue pour marcher aussi. Elle a été tellement humiliée, le mot n'est pas fort, qu'elle a fondu en larmes. Donc, en fait, cette action va réveiller le sentiment anti-français au Cameroun. Et comme le professeur disait tout à l'heure, en Europe, vous avez une pan de la société, notamment cette droite qui n'arrive pas à s'identifier, qui va être plutôt contente de voir que les Camerounais rejettent cette progression, cette projection de l'Afrique vers la modernité. Mais sur le plan des relations bilatérales entre les deux États, cela n'aura strictement aucune incidence, puisque en réalité, c'est nous qui devions être demandeurs au retour de nos œuvres artistiques et culturelles exportées illégalement vers ces pays-là. Mais nous n'avons jamais demandé quoi que ce soit, contrairement à l'Algérie, qui en a fait une question préjudicielle et pour lesquelles ils ont dit, nous préférons, ça a duré 30 ans, hein. Nous ne coopérons plus avec vous si vous ne reconnaissez pas d'abord vos fautes chez nous et si vous ne nous restituez pas, n'est-ce pas, les éléments de notre
culture et notre civilisation. D'accord. Donc, En quelques secondes, Monsieur Batouni, permettez qu'il finisse, s'il vous plaît. Je voudrais être sur la même voie que le bâtonnier pour dire que oui, c'est vrai, il ne peut pas y avoir d'impact diplomatique immédiat. Mais les Français aussi, de l'autre côté, devraient aussi apprendre à se faire aimer des Camerounais. Vous voyez, je voudrais comme ça m'incliner par exemple sur une œuvre française ici, où je suis arrivé et j'ai trouvé que les Camerounais continuent à souffrir. La semaine est terminée.